SLA affecte les fonctions motrices des personnes atteintes. Les symptômes et la région du corps touchée en premier varient d'une personne à l'autre. Les muscles participant à la respiration sont rarement touchés en premier. Dans certains cas, les capacités cognitives peuvent être touchées. La forme bulbaire de la SLA touche des motoneurones de la région bulbaire du tronc cérébral qui dirigent les muscles de la mastication, de la déglutition et de la parole. Les premiers symptômes de cette forme sont des changements de la voix et de l'élocution causés par la dégénération des motoneurones inférieurs. De plus, il peut y avoir des mouvements brusques de la mâchoire, des spasmes des cordes vocales et des secousses involontaires des muscles de la langue. Qui plus est, les muscles de la mâchoire, du visage, du larynx, de la gorge et de la langue font des contractions involontaires plus ou moins sévères. Les personnes atteintes de cette forme peuvent perdre l'élocution. Dans 86% des cas, la personne atteinte peut aussi avoir des problèmes de déglutition causés par la détérioration des motoneurones inférieurs. Celle-ci entraîne l'affaiblissement des muscles de la bouche et de la gorge en plus d'une atrophie de la langue. Enfin, dans les stades plus avancés, les neurones qui contrôlent les muscles participant à la respiration sont atteints. Donc, l'individu éprouve de la difficulté à respirer. Certaines personnes ont de la difficulté à exprimer leurs émotions. Souvent, ces personnes subissent des périodes de rire et pleurs excessifs, involontaires et incontrôlables causées par la dégénération des motoneurones supérieurs. Pour ce qui est de la forme spinale, elle débute en général par une sensation de faiblesse accompagnée de saccades rapides des fibres et d'unité motrice sur une partie d'un membre. Une atteinte des motoneurones inférieurs et supérieurs entraîne une détérioration progressive des muscles. Tous ces symptômes combinés rendent le mouvement difficile. Tous les membres finissent par être atteints de façon asymétrique. Dans 30 à 50% des cas, la maladie peut toucher certaines capacités cognitives. La personne perd son autonomie corporelle, mais elle demeure alerte. Les symptômes les plus communs sont l'inattention ou un raisonnement plus lent. Environ 20 à 25% des personnes atteintes développent une dysfonction sévère telle que la dégénérescence frontotemporale qui résulte en un changement de la personnalité et ou du comportement, de l'apathie, de l'agitation, des sauts d'humeur, une perte de la capacité de raisonnement ou de résolution de problèmes et un comportement répétitif. La SLA n'affecte pas les sens, soit le goût, le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe. Une personne atteinte ne manifestera pas nécessairement tous ses symptômes et la maladie n'affectera pas nécessairement toutes les régions du corps au cours de son évolution. L'évolution de la SLA est imprévisible. La maladie évolue à un rythme différent d'une personne à l'autre et il est impossible de prévoir la durée de l'évolution de la maladie. La forme de SLA à début bulbaire se caractérise par une évolution plus rapide. Environ 2500 à 3000 Canadiens âgés de plus de 18 ans vivent actuellement avec la maladie. 1,8 personnes est atteinte pour 100 000 habitants. 3 nouveaux cas par jour sont diagnostiqués. 30% des personnes sont atteintes de la SLA de forme bulbaire. L'évolution moyenne dure environ 36 mois, mais 20% des patients vivent en moyenne 5 ans et 10% 10 ans. Au Canada, la SLA est la maladie neurologique causant le plus de décès. Plus de personnes décèdent annuellement de la SLA que de la dystrophie musculaire, de la sclérose en plaques et de la fibrose cystique réunies. Il existe 4 formes d'apparition de la maladie, mais 2 sont plus particulièrement fréquentes, soit la forme spinale et la forme bulbaire. La forme spinale représente environ le 2/3 des cas et se manifeste par une faiblesse et une fonte musculaire au niveau des parties distales et proximales des membres inférieurs et supérieurs. Un phénomène de spasticité se produit alors dans les membres touchés par la maladie, ce qui correspond à une hypertonie des fibres musculaires affectant les activités quotidiennes telles que la marche ou la dextérité manuelle. La seconde forme la plus courante est appelée forme bulbaire et représente entre le quart et le tiers des cas de sclérose latérale amyotrophique. Les symptômes de la forme bulbaire sont principalement la dysarthrie, un trouble de l'élocution, et la dysphagie, soit un trouble de déglutition. Les faiblesses musculaires citées à la forme spinale peuvent aussi être présentes au moment du diagnostic ou peuvent apparaître jusqu'à 2 ans après les symptômes au niveau bulbaire. Il existe également 2 formes beaucoup plus rares, la première se produisant lorsque seuls les motoneurones supérieurs sont impliqués et la seconde lorsque seuls les motoneurones inférieurs sont impliqués. Entre 5 et 10% des cas de sclérose latérale amyotrophique sont d'origine héréditaire. Les autres cas sont considérés comme étant sporadiques. L'incidence et la prévalence varient selon les études et semblent fluctuer en fonction des populations étudiées. Les hommes représentent environ 60% de la population touchée par la maladie. Les individus recevant un diagnostic de SLA
ont généralement entre 47 et 63 ans, mais certains cas peuvent être diagnostiqués plus tôt ou plus tard. L'ingestion de toxines alimentaires, telles que l'aluminium et la cicazine, augmente l'incidence de la maladie, ce qui a été révélé dans une étude concernant le nombre de cas de SLA anormalement élevés dans la région du Pacifique Ouest. 13 gènes ont pour l'instant été identifiés comme étant possiblement à l'origine de la sclérose latérale amyotrophique lors de leur mutation, mais les recherches à ce sujet sont encore peu concluantes. Les causes exactes de la maladie ne sont pas encore tout à fait établies et plusieurs recherches sont encore nécessaires afin d'établir une physiopathologie claire. Cependant, plusieurs facteurs ont fait l'objet de recherches, notamment le stress oxydatif, les dysfonctions mitochondriales, les mutations génétiques, le transport axonal modifié et plusieurs autres. Malgré tout, certaines causes font l'unanimité dans le domaine scientifique et ont démontré avoir une implication dans l'apparition de la sclérose latérale amyotrophique, comme le déréglage du métabolisme du glutamate et la mutation du gène de la superoxyde dismutase. En effet, une activation trop importante des récepteurs postsynaptiques NMDA et AMPA par le glutamate et une diminution des transporteurs EAAT2 et GLT1 qui ont pour rôle de retirer le glutamate de la fente synaptique amène une augmentation de la concentration d'ion calcium, ce qui rend le glutamate toxique pour la cellule. La toxicité du glutamate peut aussi amener la formation importante de radicaux libres qui, en très grande quantité, amènent la mort des cellules. En ce qui concerne les mutations génétiques touchant le gène de la superoxyde dismutase, 160 de ces mutations ont un rôle démontré sur le développement de la maladie. Globalement, l'effet de la mutation génétique s'exercerait via un gain de fonction de d'une des protéines, la SOD1, qui catalyserait la formation de l'ion peroxynitrique, ce qui provoquerait une nitration des protéines, donc en conséquent l'altération du cytosquelette et une dysfonction du transport axonal. Comme la sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative, l'atteinte est progressive. Tout d'abord, la maladie se présente avec des signes et symptômes très généraux, qui ont été expliqués un peu plus tôt dans la présentation, que l'on nomme des signes d'appel. Ceux-ci ne sont pas spécifiques aux atteintes des motoneurones centraux et ou périphériques. Dans le cas où ces mêmes symptômes se présentent, un examen neurologique plus poussé serait indiqué afin de dépister la maladie le plus rapidement possible. Le spectre clinique de la sclérose latérale amyotrophique est très large et comprend deux types de formes de présentation habituelles de la maladie, soit les formes classiques et les formes cliniques. Des formes inhabituelles existent aussi, mais ne seront pas abordées dans cette présentation étant donné leur nombre et leur complexité importante. Les formes classiques sont caractérisées par des signes et symptômes typiques des atteintes des motoneurones inférieurs et supérieurs qui ont été discutés précédemment, et aussi des signes négatifs, soit l'absence de troubles sensitifs, de paralysie oculomotrice et de troubles des sphincters. Les signes d'atteinte des motoneurones occupent des territoires diffus, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à une seule région du corps et sont d'évolution progressive. C'est d'ailleurs en raison des symptômes typiques que ces formes sont plus faciles à diagnostiquer. En ce qui concerne les formes cliniques, contrairement aux formes classiques, ne présentent pas de signes et symptômes caractéristiques d'atteinte des motoneurones, mais débutent plutôt dans un territoire spécifique, tel que le membre supérieur ou inférieur. Ces présentations peuvent retarder le diagnostic puisqu'elles sont peu communes. Il existe trois formes cliniques, soit la forme à début brachial, la forme débutant au membre inférieur et la forme bulbaire. Seules les deux premières sont expliquées dans cette section puisque la forme bulbaire a été présentée un peu plus tôt. La forme à début brachial est principalement caractérisée par une atteinte de la main unilatérale et distale, résultant en une diminution de la prise pouce-index, de l'opposition du pouce, amenant une main plate et des maladresses gestuelles. Aucun signe de trouble sensitif ne devrait être présent. Enfin, la forme débutant au membre inférieur, comme celle à début brachial, présente une atteinte unilatérale et distale, mais est plutôt caractérisée par un pied tombant, un steppage, une exagération des réflexes achilléens et rotuliens et des fasciculations. Jusqu'à ce jour, un seul traitement n'est utilisé au Québec contre la SLA. Il s'agit du riluzole. Bien qu'il ne guérisse pas la maladie et ne réduise pas l'intensité des symptômes, il augmente la durée de vie des patients. Son mode d'action est toutefois incertain. Il semble par contre réguler la présence de glutamate dans la fente synaptique. Plusieurs traitements sont présentement au stade expérimental chez la souris. Certains sont plus prometteurs que d'autres et nous avons sélectionné 5 d'entre eux. Ces 5 traitements ont pour avantage d'améliorer la durée de vie des patients. Mais, comme le riluzole, ils ne traitent pas complètement la maladie. Notons d'abord les effets bénéfiques de ne pas perdre trop de poids, puis les effets antioxydants bénéfiques sur le surplus de radicaux libres occasionnés par le sport, l'acide alpha-lipoïque,
le vin rouge lyophilisé et la mélatonine. Certains d'entre eux ont également pour effet de diminuer la perte de poids ou de réduire l'apoptose des neurones, donc leur destruction. Plusieurs tests restent à être effectués avant que le mécanisme d'action soit bien compris et qu'il ait une chance de passer à la prochaine étape. Pour vivre adéquatement avec la SLA, les patients ont souvent recours à d'autres types de médications pour réduire les symptômes secondaires à la maladie. Citons à titre d'exemple les crampes musculaires diminuées par la quinine, ainsi que l'anxiété et les signes de dépression diminués par l'amitriptyline. Un soutien thérapeutique peut aussi réduire certains symptômes secondaires à la maladie. En effet, un suivi en physiothérapie permet de diminuer les pertes de fonction musculaire et d'augmenter la souplesse, alors qu'une séance en orthophonie peut diminuer la perte de l'usage de la parole et de la déglutition. Mais quel rôle occupe alors l'ergothérapeute face à cette clientèle? Un ergothérapeute qui travaille avec un patient souffrant de la sclérose latérale amyotrophique doit entre autres avoir plusieurs connaissances autant sur la maladie que sur les atteintes qu'elle aura sur les capacités du patient à ces différentes phases. Il doit également connaître le rôle des partenaires du réseau et les critères d'éligibilité. Un exemple d'approche en ergothérapie sur le plan de la mobilité du patient pourrait contenir un enseignement des techniques de conservation de l'énergie, une demande de permis de stationnement pour personnes à mobilité réduite et un enseignement sur le matériel facilitant certaines activités. Il pourrait également y avoir une prescription d'aide à la mobilité comme la canne et le fauteuil roulant. L'utilisation de fauteuils roulants apporterait pour sa part une nécessité d'aménager le domicile. En voici quelques exemples. Voilà donc ce qu'est la sclérose latérale amyotrophique et comment les patients peuvent y faire face.